Brève encyclopédie du monde de Michel Onfray. Première année, Cosmos. Aujourd'hui, après-demain, demain sera hier. Merci d'être là pour cette nouvelle séance consacrée au temps. Vous savez qu'on va aborder cette question-là non pas de manière philosophique traditionnelle, c'est-à-dire avec des concepts, des notions, des théories, mais qu'on abordera les choses avec des cas concrets et de manière empirique et pragmatique. Je voudrais, après avoir abordé la question avec le vin, la dernière fois, prendre en otage les tziganes et vous parler d'eux pour vous expliquer qu'il y a des choses à apprendre des tziganes, parce qu'il y a une philosophie tzigane, une ontologie tzigane, et que je voudrais vous parler de ce peuple-là, sachant que, quand j'en parle, il ne s'agit pas du peuple d'aujourd'hui, qui a subi ce qu'on pourrait appeler un ethnocide. Il faudrait s'expliquer sur ce terme-là, mais cette civilisation a disparu, comme d'autres civilisations, les nôtres d'ailleurs, quand elles étaient rurales, ont disparu aussi. Et donc, quand je parle de ce peuple-là, je parle de celui qui a existé jusque dans les années 50, je dirais, ou peut-être un peu avant pour être plus précis, mais qui montrait un peuple qui n'avait pas beaucoup bougé. Ce qui est intéressant dans ce peuple-là, c'est que d'une certaine manière, il est fossile. Et ce qui est aussi intéressant dans le fossile, c'est qu'il permet de penser le temps, puisque ce peuple-là a traversé les siècles sans changer, sans bouger, en pensant exactement de la même manière, du moins pour ce qu'on peut en savoir, et ils sont là, présents, avec un passé qui est lui aussi toujours présent, c'est-à-dire cette conception du présent, du passé, du futur, qui sont des conceptions occidentales, nous pensons de manière occidentale, et bien ces conceptions-là, elles sont tout à fait particulières quand on est dans le registre des tziganes, puisque le titre que j'ai donné à cette séance est une formule tzigane, après-demain, demain sera hier. Et je voudrais examiner avec vous la signification de cette expression qui n'est pas qu'un jeu de mots, mais qui concentre véritablement une philosophie, c'est-à-dire un rapport au temps, un rapport au cosmos, un rapport à soi, donc un rapport à l'univers. Et je souhaiterais vous montrer que ce que les tziganes ont vécu, nous l'avons probablement vécu, et que ce peuple, en tant qu'il est peuple fossile, il nous rappelle ce que nous avons été, et qu'assez probablement, l'espèce de vindicte qu'il y a dans toute l'Europe à l'endroit des tziganes, comme à l'endroit des juifs si souvent, peut s'expliquer probablement par le fait que, en tant qu'il est peuple fossile, il nous montre d'où nous venons, et nous n'avons pas forcément envie de voir d'où nous venons, peut-être par peur de savoir ce que nous avons quitté, perdu, oublié, trahi, mais peut-être aussi parce que ça nous fait peur, ça nous angoisse, ça nous inquiète. Je souhaiterais expliquer et comprendre, même si ces temps-ci on nous fait savoir au sommet de l'État que expliquer c'est comprendre et justifier. Non, je pense qu'on peut expliquer, comprendre sans forcément justifier, simplement faire un travail de généalogie. Je n'invite pas chacun à penser comme un tzigane ou à se faire tzigane, vendre sa voiture et acheter une roulotte, ça n'aurait pas grand sens, mais simplement à penser le temps en dehors des catégories qui sont les nôtres. Comme on peut de temps en temps mieux penser la Grèce à partir de la Chine ou la Chine à partir de la Grèce, ou mieux penser notre Occident chrétien à partir de l'époque gréco-romaine, il y a des possibilités de s'installer sur des continents qui sont des continents adjacents, et ces continents adjacents nous permettent de penser notre temps, notre rapport au temps. Ils sont une espèce de mémoire de ce que nous fûmes, parce qu'il y a eu l'errance primitive. Nous sommes des sédentaires aujourd'hui, mais il y a eu des errances tribales, des comportements de nomades. Ce n'est pas exactement la même chose d'être Caïn ou d'être Abel dans la Bible, c'est-à-dire d'itinéré, d'aller et venir, d'être de partout, d'être de nulle part, ou alors être de quelque part. C'est une question qui se pose aujourd'hui, c'est la question du migrant et de la racine. Il y a des enracinés, il y a des migrants, des émigrants, des immigrés. Et ceux qui sont enracinés ont tous été des migrants et des immigrés.
et ceux qui sont des immigrés ont parfois envie de devenir des gens qui auraient des racines. Et cette dialectique de l'errance et de l'identité est une dialectique éternelle. J'ai fait récemment une recherche généalogique génétique, c'est pas politiquement correct aujourd'hui, mais vous savez qu'aujourd'hui, avec un test d'ADN, on peut savoir d'où l'on vient et quelles sont nos origines. Et c'est assez intéressant de voir si on provient, par exemple, de l'homme de Néandertal, comment on s'est déplacé dans l'univers et comment certains viennent, parce que je connais quelques personnes qui ont fait ce test aussi, mais qui viennent d'Inde, qui viennent d'Europe du Nord, qui viennent d'Afrique. Nous venons tous d'Afrique, ça paraît évident, mais c'est extrêmement intéressant de penser de manière dialectique et mobile. Et il y a, chez les Tziganes, des mythes fondateurs qui sont des récits. Je vais vous en raconter un tout à l'heure qui est extrêmement intéressant. Il y a des logiques païennes, les vieilles logiques païennes. Et je rappelle que le païen, c'est celui qui croit à des dieux divers et multiples, et pas à l'absence de Dieu. Un païen n'est pas un athée. Un païen est quelqu'un qui pense que les dieux sont consubstantiels au monde et pas séparés du monde. Il y a chez eux également des spiritualités cosmiques, c'est-à-dire que la spiritualité n'est pas que chrétienne, évidemment. C'est la vie de l'esprit, la spiritualité, et elle peut être cette vie de l'esprit cosmique dans la mesure où elle demande au cosmos des leçons. Et les Tziganes demandent au cosmos des leçons, et le cosmos, d'ailleurs, les leur donne. Ils ont, je dirais, des intersubjectivités magiques, c'est-à-dire que les rapports entre les individus sont des rapports magiques. Entre deux individus, il y a toujours un tiers, ou des tiers, des esprits, des morts, qui sont là, avec les vivants. Ils ont également une lecture poétique du monde, pas du tout raisonnable ou rationnelle. Il y a une poésie du monde. Et je rappelle que l'étymologie renvoie à la création, poiesis, créer. Et donc la lecture poétique du monde est une façon de créer le monde déjà créé, de créer à partir du monde créé. Ce sont des gens qui ont un rapport fusionnel à la nature, d'abord parce que le monothéisme nous a invités, nous, à considérer qu'il y avait le monde et Dieu, et que d'une certaine manière, il y avait nous et le monde, et que nous étions dans le monde, ce qui veut dire que nous ne serions pas le monde. Pourtant, c'est une erreur, nous ne sommes pas dans le monde, nous sommes le monde, nous aussi. Fragments du monde, morceaux du monde, parties du monde, mais pas fragments détachés. C'est la conscience qui nous donne l'illusion que nous sommes détachés. Mais la véritable sagesse nous invite, avec cette conscience, à refaire le travail qui nous permet de savoir que nous ne sommes pas détachés du monde, mais fragments et parties du monde. Quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses d'un point de vue de la sagesse. Nous ne sommes pas séparés du monde et placés là comme des objets extérieurs à ce monde, comme Dieu d'une certaine manière. Non, nous sommes dans ce monde et les Tziganes ont une pratique fusionnelle du monde et de la nature. Ils ont également le génie de l'oralité. Nous avons perdu le sens de l'oralité depuis, bien sûr, l'invention de l'écriture, mais aussi depuis l'invention de l'imprimerie. Ce sont des moments cardinaux, c'est-à-dire qu'à l'époque où on n'écrit pas, on sait par cœur. Et on peut connaître l'Iliade et l'Odyssée complètement par cœur, parce que il faut bien, d'ailleurs, si on veut le transmettre, on l'apprend par cœur. Et vous avez aujourd'hui sur la planète encore des individus qui connaissent le Coran par cœur. On ne sait plus faire ça, on n'apprend plus par cœur. On n'est plus capable de mémoriser grand-chose. On demande aux machines de le faire pour nous. Jadis, quelques-uns, dont je suis, mais savaient quelques numéros de téléphone par cœur. Il fallait bien de temps en temps, dans les cabines téléphoniques, utiliser les numéros de téléphone. Maintenant, on a un téléphone portable qui a mémorisé les numéros de téléphone et on ne connaît pratiquement plus aucun numéro de téléphone, même pas le sien. Donc effectivement, cette oralité, elle suppose un temps, c'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance au livre, sûrement pas à la bibliothèque, mais on fait confiance à l'ancêtre, qui lui rappelle des choses, rapporte des choses, enseigne des choses. Il tient l'ancêtre des choses de l'ancêtre qui lui-même les tenait de l'ancêtre. Et l'oralité suppose des moyens mnémotechniques, c'est-à-dire des techniques, des trucs pour qu'on puisse se souvenir. Il y avait dans l'Antiquité grecque des théories de mnémotechnique, où on disait, prenez une métaphore spatiale par exemple, et si vous savez à quoi ressemble ce théâtre, vous savez où sont les entrées, les sorties, les issues de secours, les balcons, les rangs, etc., et bien associez des idées aux sorties, aux rangs, aux balcons, etc., des mots. Et quand vous aurez associé tout ça, et bien tout reviendra, parce que vous vous souviendrez naturellement, une chose appellera une autre chose, qui rappellera une autre chose, etc. Nous ne savons plus faire ça. Umberto Eco avait écrit un joli petit texte qui s'appelle « De Bibliotheca », où il expliquait que les bibliothèques avaient effectivement anéanti le savoir oral, la transmission orale.
c'est pas forcément mieux, le livre. On a l'impression que le livre dit vrai, mais le livre peut raconter des mensonges ou rapporter des mensonges. Vous me direz l'oralité aussi. Mais on a fait trop confiance au livre et on a imaginé que l'oralité, c'était pour les autres. C'était pour le peuple. C'était pour les gens qui ne savaient pas lire. Et il y a un génie chez eux de l'oralité. Il y a une puissance également du silence. Et nous sommes dans un monde où nous ne tolérons plus le silence, où nous ne supportons plus le silence. Il faut du bruit tout le temps. Vous allez au restaurant, il y a de la musique. Vous allez aux toilettes de ce restaurant, vous avez aussi de la musique. Vous allez dans un tas d'endroits, et vous le savez très bien, les magasins, etc., vous avez de la musique. Vous allez dîner chez des gens, il y a de la musique. Vous écoutez, vous faites quelque chose, il y a de la musique. Vous êtes dans le train, il y a un étudiant qui est en train de travailler ses cours, mais en même temps, il a un écouteur, il écoute de la musique aussi, en même temps. C'est-à-dire, on ne supporte plus le silence qui fait trop de bruit. Eux sont capables du silence. Ils préfèrent également les communications non verbales. Quand je dis « ils », c'est du passé dont je parle, bien sûr. Hein. Ils préfèrent les communications non verbales. Plein de choses se disent sans qu'on ait besoin de parler. Dans une voix tendue, dans une inflexion de la voix, dans un silence, dans un rythme, dans une cadence, un rythme retenu, un rythme soutenu. On sait bien qu'on dit des choses, mais que la façon qu'on a de dire ces choses disent parfois autre chose que ce qui se trouve dit. Le mensonge, parfois, est susceptible d'être vu ou entendu par une posture du visage, du corps, une tension du corps, ou un certain type de débit qui change ou qui se modifie. On est de moins en moins capable de décoder ce genre de signes parce qu'on a perdu l'habitude de cette oralité. Il y a une capacité également à vivre avec les animaux, pas contre les animaux, mais avec les animaux. Les animaux ne sont pas leurs outils, leurs objets, ne se servent pas des animaux. Et j'étais il y a quelque temps en Amazonie et je m'a raconté dans un village de forêt que des gens étaient venus, des Blancs, avec leurs enfants qui s'étaient mis à jouer avec d'autres enfants du village. Ils avaient pêché des poissons pour le plaisir de pêcher des poissons. Et le chef du village leur a dit « tu les as tués, tu les manges ». Il n'est pas question de tuer des poissons pour le plaisir de tuer des poissons, du genre j'ai pêché des poissons et puis après voilà, on les jette quand ils sont crevés le ventre à l'air dans un seau en plastique. Non, tu les as pêchés, tu les as prélevés à la nature. Eh bien, il faut que tu les manges, il faut que ça ait un sens. Parce que les animaux, c'est pas la même chose que les hommes, bien sûr, mais les animaux et les hommes sont mêmement et pareillement dans la nature. Ils ont donc le sens de la vie animale. Ils ont également le sens de l'intuition, il y a la puissance de l'intuition. Parfois, vous ne savez pas pourquoi vous savez, mais vous savez. Vous avez, avant de savoir quelque chose, ressenti quelque chose. Vous êtes au courant de quelque chose. On ne sait pas forcément pourquoi, comment. Vous avez compris, vous avez saisi, quelque chose est passé. Le fameux je ne sais quoi de Jean Kelevitch, le je ne sais quoi qui fait que vous aurez compris avant qu'on vous explique. Et il y a chez ce peuple-là, effectivement, une puissance de l'intuition. C'est exactement le contraire de notre Occident effondré. Nous sommes dans la sédentarité urbaine. Je voyais l'autre jour un reportage sur la fin de la ruralité et l'urbanisation de la France. C'était une espèce de carte avec une espèce d'évolution d'une couleur marronasse qui montrait combien les villes prenaient le pouvoir sur le territoire. Comment, effectivement, la campagne disparaissait la plupart du temps. Nous sommes la plupart du temps des sédentaires, des urbains. Il y a des mégapoles terribles. J'ai visité Sao Paulo, je suis allé à Sao Paulo avant d'aller à New York. New York est un village. C'est-à-dire que quand vous survolez pendant un temps incalculable Sao Paulo, ce sont des gratte-ciels, des immeubles, des gratte-ciels, des immeubles, des gratte-ciels, sur des hectares, sur des centaines d'hectares. Et vous vous dites, des gens vivent là. Et ceux qui vivent là n'ont jamais connu autre chose que ça, le béton, le bitume, les immeubles, et ce genre de choses. Il y a des mégapoles aujourd'hui, et nous aspirons, nous aussi, hélas, en Occident, à la constitution de mégapoles. Un Grand Paris, par exemple, procède de ce désir de mégapole. On abolit également la mémoire, nous, j'en parlais tout à l'heure, avec les instruments qui se souviennent pour nous, les téléphones, les ordinateurs, ou ce genre de choses, ou même le photocopieur. Je parlais tout à l'heure de Umberto Eco qui raconte que quand on a inventé le photocopieur, on a cru qu'on allait augmenter la lecture. On photocopie des documents et puis on se dit, voilà, je peux les lire chez moi, sauf que quand on les a photocopiés, on les a et on les lit pas.
Alors que quand les livres étaient à consulter dans les bibliothèques, eh bien, on était bien obligé de les lire pour prendre des notes. Mais là, la photocopie, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, dispense de lire. On a perdu donc la mémoire. On est dans une religion positiviste. Tout ce qui n'est pas réductible à de la positivité est nul et non avenu. Il ne faut pas non plus être dans l'excès inverse et imaginer que tout ce qui est irrationnel et déraisonnable est rationnel ou procéderait d'une autre rationalité. Mais il y a effectivement chez nous un culte du positivisme, un nihilisme spirituel, ça je pense que vous en êtes persuadés, une absence de sens. Et il y a chez nous également ce que Hegel appelait la lutte des consciences de soi opposées, c'est-à-dire la domination et la servitude, c'est-à-dire la logique de maître et esclave. Il y a dans les relations toujours cette idée dont l'éthologie rend compte qu'il faut dominer, qu'il faut posséder. On n'est pas dans des relations pacifiées, on n'est pas dans des relations simples ou calmes. Il faut toujours faire la démonstration qu'on est là, qu'on existe, qu'on est fort, qu'on est puissant, qu'on est dominateur, qu'on a un territoire, qu'on autorise l'autre à entrer dans son territoire, mais il faudra qu'il ait montré qu'il donnait des signes de soumission. Nous sommes évidemment désormais incapables de lire la nature. Le halo qui entoure la lune le soir, par exemple, qui faisait que quand le paysan sortait sur le pas de sa porte pour faire son petit pipi avant d'aller se coucher, il était capable, en lisant le ciel, de savoir quel temps il allait faire. Aujourd'hui, on a des ordinateurs, des simulations et des météorologues qui vous disent « Attention, demain, neige » et le lendemain, pas de neige. Ils gardent leur boulot, Ils gardent leur boulot, il n'y a pas de problème. Ils n'annoncent vraiment très bien que le temps qu'il a fait hier, les météorologues. Ces gens étaient capables, en regardant la texture du ciel, la couleur du ciel, de vous expliquer ce qui allait se passer. Et ils avaient intérêt. Ils avaient intérêt à savoir s'il allait pleuvoir, s'il allait faire beau, parce que pleuvoir, faire beau, ce sont des informations qui sont données pour les travaux des champs. Et si on loupe une moisson, si on la fait trop tôt, ou si on la fait trop tard, si on la fait trop humide, ou si on la fait trop grillée, ça ne va pas le faire non plus. Donc il faut effectivement connaître la nature, parce qu'il faut, pour l'agriculture, souvenez-vous, savoir comment on doit pouvoir interpréter les signes donnés par le ciel. Aujourd'hui, on n'est plus capable de concevoir les choses, et les gens ne s'étonnent pas, par exemple, qu'en plein mois de décembre, on entende les oiseaux piailler, par exemple, par sa fenêtre, ou qu'on voit des bourgeons sur les arbres au plein mois de décembre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi c'est anormal, pourquoi c'est un délire de la nature, parce qu'on ne sait pas ce que sont les cycles, ce que sont les saisons, à partir de quand, enfin je dis on de manière générale, mais ce que sont les cycles, les saisons, à quel moment apparaissent les bourgeons, les fruits, les fleurs, etc. Nous sommes dans une ignorance évidemment du cosmos. Je me souviens d'avoir découvert des inédits d'Alain, le philosophe Alain, et il avait travaillé sur des propositions d'astronomie pour des cours dans l'école publique, c'est-à-dire qu'on apprenait aux enfants ce qu'était le ciel, ce qu'était le cosmos. On leur expliquait la Terre qui tourne sur elle-même, autour du Soleil, les satellites, etc. Enfin, comment les choses fonctionnaient, c'est-à-dire qu'on avait une connaissance du cosmos, une connaissance du temps. Aujourd'hui, les modèles qui sont ceux que proposent les astrophysiciens sont des modèles qui sont parfois complexes, mais qui sont parfois aussi simples. On en parlera, vous verrez, avec Jean-Pierre Luminet. Les propositions de Jean-Pierre Luminet sur le fameux univers chiffonné, eh bien, quand on a une connaissance du cosmos, on peut envisager de trouver sa place dans ce cosmos. Si on n'a pas la connaissance du cosmos, comment y trouver sa place ? Il y a chez nous quelque chose d'assez singulier, ce que j'appellerais un illettrisme livresque, c'est-à-dire qu'on sait lire, écrire, théoriquement. On a des livres, on est capable de les comprendre, mais on ne les comprend pas. On ne sait pas lire, on ne lit pas ce qui est écrit. On lit ce qui est prétendument entre les lignes, un héritage de la psychanalyse, c'est-à-dire si c'est écrit oui, il faut penser non. S'il est écrit blanc, c'est que probablement on a voulu dire noir. On dit mais contentez-vous du texte donné et lisez-le. Et sachez distinguer dans la subtilité d'un style ce qui se trouvera dit, ce qui se trouvera raconté. Il y a un appauvrissement aujourd'hui du vocabulaire, c'est évident, mais il y a un appauvrissement de la stylistique également. On ne sait plus fabriquer ou construire des phrases. Regardez Proust, qui est dans l'excès de la phrase, parfois 4 ou 5 pages de Pléiade pour une seule phrase. Ce n'est pas un bon exemple à donner aux élèves pour leur expliquer ce que c'est qu'une phrase bien faite, bien construite ou bien balancée. Mais pour construire une pensée, il faut un style. Il faut, là encore, de la cadence, donc du souffle, donc de l'esprit. Nous avons perdu le sens de ces choses-là. Nous avons une passion pour le bavardage, et voyez à chaque fois à quoi ça renvoie. Je parlais tout à l'heure de la capacité au silence de Zigane. Nous sommes dans le bavardage. Heidegger a fait
des analyses, a donné des analyses de ce fameux bavardage. Et Heidegger, quand il produit ça dans les années 20, c'est dans les traitants, ne connaît pas évidemment notre civilisation, la civilisation de la télévision partout, dans toutes les chambres, dans toutes les pièces, dans les pièces des enfants, la civilisation d'Internet, la civilisation du téléphone portable qui nous fait partout, dans quelque endroit de la planète. Je parlais tout à l'heure de l'Amazonie où j'étais, dans la forêt amazonienne où j'étais, il y avait du réseau. Ce qui nous permet de bavarder. Devine où je suis, dans un train, etc. Je dis oui, moi aussi, enfin, ce qu'on peut dire quand on est à côté, où les gens racontent des choses inutiles. Quand on assiste à la conversation d'un tiers, on se dit, mon Dieu, que c'est désespérant. Ce que pense d'ailleurs celui qui raccroche son téléphone quand il vous écoute en train de parler, vous, parce que vous venez d'en recevoir un coup de fil et qu'il estime lui aussi que votre conversation est désespérante. Bavardage. Bavardage à la télévision, bavardage des informations, bavardage en permanence, pas de silence, bavardage tout le temps. Il y a une espèce d'autisme relationnel. Alors je sais que les parents d'enfants autistes m'envoient des lettres à chaque fois, mais je veux dire, il y a une acception médicale au terme d'autiste, c'est évident, et cette maladie est terrible, mais il y a aussi une acception dans le dictionnaire de ce terme-là qui montre qu'il y a une fermeture sur soi, une incapacité à s'ouvrir à l'autre, au monde, qui fait qu'on peut utiliser ce terme-là. Il y a un autisme relationnel. On bavarde, mais on n'écoute pas. On parle, mais on n'écoute pas. On s'exprime, on raconte, mais on n'écoute pas. Et parfois, quand vous dites à quelqu'un « je viens de dire quelque chose, peux-tu me dire ce que je viens de dire ?» Vous le mettez dans l'embarras, parce qu'il ne vous écoute pas. Les journalistes ne vous écoutent pas. Ils posent une question, vous faites une réponse, vous avez répondu à leur deuxième question, mais ils vous posent quand même la deuxième question. Vous dites « je viens de répondre à votre question », parce qu'on n'écoute pas. Parce qu'il y a et du bavardage et de l'incapacité à la relation. Il y a un narcissisme décadent chez nous, c'est évident. On s'aime beaucoup, on se tatoue, on s'apprécie, on fait de la trottinette, mais ça, vous connaissez ma passion pour la trottinette. On est dans une logique infantile, on est des enfants. J'étais l'autre jour dans un restaurant où une mère de famille parlait à son petit garçon, et il disait son prénom, et puis il disait « il va ceci, il va se faire cela ». Je me disais « tiens, c'est drôle, c'est comme ça que Hollande s'exprime ». La France, elle est grande, la France, elle va revenir au premier plan, la France, elle est courageuse, la France, c'est pas français correctement, c'est pas correctement français, et puis c'est pas non plus comme ça qu'on s'exprime. On est dans le langage des petits garçons, des petites filles, parce qu'il y a du narcissisme, on est dans le régressif. Il y a une méconnaissance des signes, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, ce que d'aucuns à l'école de Francfort avait appelé la vie mutilée. On peut imaginer aussi ce qui s'appelle le psittacisme généralisé. Le psittacisme, ça renvoie au perroquet qui répète. Le fameux gris du Gabon, par exemple, j'ai eu l'occasion d'entendre parler des perroquets, ce qui est assez impressionnant. Et quand on entend parler des perroquets, on comprend pas mal de gens. Et on se dit, mais bien sûr, il y a aussi un psittacisme. On répète. On croit qu'on pense, mais finalement, on répète. On dit ce qu'on a entendu, on dit ce qu'on a lu, on dit ce qu'un autre a dit. Et les analyses de René Girard sont extrêmement intéressantes sur la question du désir mimétique. Effectivement, on désire le désir de l'autre et on croit désirer librement. On imagine qu'on désire avec une volonté qui désirerait, une volonté libre, autonome et indépendante. En fait, non. On ne désire que le désir de l'autre. Parce qu'effectivement, il y a du psittacisme. La liberté est la chose du monde la moins partagée et on répète. On répète ce que rapporte le journal qu'on lit, la télévision qu'on écoute, la chaîne de radio sur laquelle on est branché en permanence et on restitue les propos des autres en pensant que ce sont nos propres propos. Psittacisme généralisé. Il y a chez nous aussi une passion, un engouement pour ce qu'on pourrait appeler après Spinoza les passions tristes, l'envie, la jalousie, la méchanceté. On ne s'aime pas. Les Français ne s'aiment pas, je dirais, ils s'aiment beaucoup eux. On est dans une logique narcissique, mais ça suppose que ce narcissisme fasse qu'on n'aime pas les autres. On s'aime soi, mais on déteste les autres. Et il en va là de passions tristes. Et puis ce qu'on pourrait appeler des raffinements thanatologiques, c'est-à-dire un goût pour la mort, une fascination pour la mort, pour la violence, pour la brutalité, pour la guerre, pour la destruction, enfin pour toutes ces choses-là. Vous voyez, quand on met tout ça en perspective, comment ce sont vraiment deux mondes. Le monde occidental qui est le nôtre, cours d'effondrement, et le monde Zigane, effondré lui aussi, bien sûr, il a accompagné le mouvement, mais qui proposait une ontologie alternative. Et je vais vous citer quelques textes de temps en temps d'Alexandre Romanès, parce que Alexandre Romanès publie des livres chez Gallimard et ne sait pas écrire. Vous me direz, c'est le cas de beaucoup
dans cette maison d'édition. J'ai des noms, mais j'ai pas compris comment il faisait jusqu'à ce qu'on se rencontre et que... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.